Bien, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui sont connectés pour ce webinaire. Alors nous sommes deux aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc moi-même, je suis Delphine Lassène, donc je suis intervenante à Syndex sur des missions santé, sécurité, conditions de travail, donc notamment sur des missions d'expertise projets importants. Voilà, donc je laisse la parole à Xavier, mon collègue. Donc, Xavier Albanel, également intervenant SSCT, donc au sein du groupe SSCT. Vous savez, Syndex a différents groupes, dont un groupe SSCT spécialisé dans les questions de projets, d'expertise pour projets importants, risques graves, expertise sur PSE. Et Delphine et moi avons, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on réalise cette activité d'expertise. Alors, du coup, on vous a partagé le support. Alors, le support qu'on vous partage, sachez qu'il va être diffusé, adressé à l'ensemble des personnes qui sont inscrites et qui participent en fait à ce webinaire. Donc, ce qu'on peut aussi vous indiquer, c'est que le webinaire, il est enregistré. Donc, vous aurez la possibilité de le voir en replay. D'ici une semaine à peu près, vous recevrez dans vos boîtes mail un lien qui vous permettra d'accéder justement à ce replay. Sachez aussi qu'à Syndex, en ce moment, on est en pleine campagne projet important. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous propose ce sujet. Donc, vous pouvez récupérer plein d'informations sur le site internet de Syndex. Il y a pas mal de choses, hein. Il y a des articles, il y a une brochure que vous pouvez télécharger. Vous avez deux vidéos, enfin une vidéo, il me semble, deux podcasts. Voilà, donc toutes ces informations, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, ça peut vous aider à y voir plus clair sur le sujet, à compléter justement ce webinaire, et puis de voir aussi l'offre que propose Syndex, notamment sur ces missions, cette mission d'expertise projet important. Alors, on va commencer déjà par vous dire un petit peu le programme de ce webinaire, hop, les sujets que nous allons aborder. Donc, d'abord, il y aura trois grands points. Un premier point, donc, des points juridiques, avec la question de l'information consultation du comité, donc dans le cadre d'un projet important. Et puis ensuite, l'expertise projet important, donc l'expertise légale, hein, avec le recours, son financement et puis le choix de l'expert. On abordera ces points-là. Ensuite, il y aura un deuxième grand point sur la question des délais préfixes, avec la question justement des contraintes de temps, hein, qui pèsent à la fois sur le CSE et sur l'expert. Et enfin, et c'est Xavier donc, qui abordera ce point-là, on abordera plus concrètement le déroulement d'une expertise et puis l'apport de Syndex voilà, dans une expertise projet important. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via l'outil questions-réponses. Alors, je commence par donc, point juridique. Alors, l'information consultation dans le cadre d'un projet important. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, c'est quoi un projet important? Alors, l'employeur, il doit consulter le CSE avant toute décision d'aménagement important ayant des conséquences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Voilà, donc l'article L2312-8 indique que le CSE est informé et consulté sur tout aménagement important, modifiant les conditions de travail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est ni le nombre de salariés, ni le coût de l'opération qui permettent de qualifier un projet. D'accord? C'est bien ces impacts sur les conditions de travail, de santé et de sécurité qui déterminent son importance. Alors, attention, parce que parfois un employeur peut nier excusez-moi, j'ai une fausse manip, peut nier justement l'importance de projet. Et ça, c'est dans le but souvent de contester ensuite s'il y a un recours du CSE à l'expertise projet important. Donc, il faut faire attention. Donc, exemple de modifications qui peuvent être apportées par un projet, ça peut être par exemple des modifications sur les horaires de travail, ça peut être sur l'organisation du travail, donc au sens large, ça peut être sur le contenu des postes, sur les procédures, les cadences, les normes de production, sur la charge de travail également, avec des transferts de tâches et de responsabilités. Quelques exemples de projets importants. Fusion entre deux services, par exemple. Alors, je ne rentre pas dans les détails, on y reviendra après, mais
Ça peut être une externalisation d'activité, ça peut être l'introduction d'un dispositif GPS au sein de véhicules, ça peut être la mise en place d'un outil d'évaluation du personnel ou encore la mise en place d'un outil de vidéosurveillance dans un entrepôt. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un ensemble de modifications importantes. Ça peut être simplement une modification sur les horaires de travail, ni même qu'il y ait un nombre très important de salariés qui soient touchés par un projet pour qu'il soit important. D'accord ? À partir du moment où il a des impacts sur les conditions de travail, sur la sécurité et sur la santé des salariés, on peut dire que ce projet est important. Alors, second point, la procédure d'information-consultation dans le cadre d'un projet important. Alors, la consultation, elle est inhérente au CSE, puisqu'il émet un avis dans l'exercice de ses attributions. Alors, quels sont les principes intangibles de la consultation? Premièrement, le CSE, il doit disposer d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur. Alors, c'est quoi disposer d'un délai d'examen suffisant? En fait, la procédure, elle ne peut commencer que quand le comité dispose d'informations écrites, précises, nécessaires et suffisantes pour rendre un avis motivé. D'accord? Donc, le délai, il permet, alors il est important ce délai de consultation parce qu'il permet aux élus de se concerter avec les salariés pour recueillir leur opinion, par exemple, de réfléchir, d'analyser un peu le projet de la direction. Et puis, il permet éventuellement, ces délais permettent aussi de travailler avec l'expert si, au bout, si le CSE décide de recourir à une expertise. Alors, attention, il faut bien distinguer l'information de la consultation, c'est-à-dire que pour être consulté, bien sûr, le comité doit être au préalable informé. Donc, en tant qu'élu, vous devez toujours vous interroger sur la pertinence des documents qui sont transmis par votre direction. Et sachez qu'un défaut d'information est sévèrement sanctionné par les juges et ça peut se traduire même par une annulation de projet. Je pense par exemple à l'arrêt FNAC du 13 décembre 2012 où justement un projet avait été suspendu parce que le CHSCT à l'époque n'avait pas reçu d'informations assez précises, notamment sur les transferts de charges. Donc l'employeur, il doit vraiment il doit évaluer les impacts de ce projet sur les conditions de travail et il doit vous fournir ces informations-là. Deuxième point des principes intangibles de la consultation est obligatoirement préalable à la décision de l'employeur, bien sûr. Donc, l'employeur doit vraiment obligatoirement informer avant que son projet soit arrêté. C'est-à-dire, en fait, son projet ne doit pas être ficelé totalement parce que sinon, il détourne de sa finalité cette information consultation. Voilà, et ce serait de pure forme finalement. Donc, il doit vraiment, en fait, le projet il doit pouvoir être discuté, amendé, voire abandonné. Alors, le projet aussi, il y a un juste milieu, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment précis pour être discuté, débattu. Donc, la procédure, elle ne doit pas intervenir trop tôt non plus. C'est-à-dire que la direction, elle doit fournir aussi de la matière à son projet. Donc, l'instance, attention, ne doit pas être mise devant le fait accompli. Il y a vraiment ce principe de consultation préalable. Et donc, l'employeur qui ne respecte pas ce principe d'antériorité commet un délit d'entrave. Et donc, le comité, il peut saisir le tribunal de grande instance pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Et donc, le juge statue dans un délai de 8 jours. Alors, attention, parce que cette saisine n'a pas pour effet de prolonger les délais de consultation. Les délais courent pendant cette saisine. Donc, il faut faire attention. Voilà, sauf en cas vraiment de difficulté, le juge peut décider la prolongation de délai. Troisième question sur l'infoconsultation. Quelle est l'utilité d'une consultation? Alors, évidemment, l'employeur reste décisionnaire dans l'entreprise et le comité ne peut s'opposer aux décisions. C'est-à-dire c'est assez rare quand même qu'une consultation se finalise par des décisions qui seraient vraiment conformes à l'avis du CSE. Mais en tout cas, un avis négatif n'est pas neutre, notamment pour les juges. Donc, cette consultation est très importante et elle permet aux élus de faire des propositions pour améliorer les projets de la direction, notamment.
Alors, et là, c'est ça qui est très important, c'est l'avis qui est rendu. Ce qui est important, c'est de l'argumenter et de le muscler. C'est-à-dire, l'avis qui est rendu ne doit pas simplement être une conclusion pour ou contre, il doit s'accompagner de propositions de prévention. Parce que l'employeur, lui, il est tenu d'apporter une réponse motivée aux remarques des élus. Ça veut dire que plus l'avis est argumenté, plus on engage l'employeur, on oblige un petit peu, les élus obligent un petit peu l'employeur à s'engager sur des propositions. Donc, par exemple, l'avis peut être rendu de telle sorte que l'employeur est obligé de s'engager. Donc, vous pouvez dire le comité rend un avis favorable à condition que, etc. Voilà, donc vraiment proposer des choses pour que l'employeur soit obligé de répondre. Alors, à quel moment commence la procédure? Donc ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le point de démarrage de la procédure, elle est marquée par la communication par l'employeur de l'information nécessaire à la consultation. Alors attention, parce que parfois, l'employeur lance un projet sans procédure d'information-consultation, donc il faut être vigilant. Les élus du CSE, ça peut être 1, 2 élus, ce n'est pas obligé, il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit la majorité des élus. Cette question, c'est des questions SSCT, donc les élus, 1, 2 élus peuvent demander une information-consultation lors de la tenue d'une réunion extraordinaire. Et puis, les élus peuvent aussi, vous pouvez aussi contacter l'inspection du travail qui va déclarer si le projet est important ou pas, et donc si la direction doit ouvrir une information-consultation sur le projet au regard des éléments que les élus auront portés à l'inspection du travail. Alors, je passe au deuxième point, expertise, projet important, donc recours, financement et choix de l'expert. Donc, le recours à une expertise légale, projet important. Donc, le CSE, c'est le code du travail qui l'y autorise. Il a le droit de faire appel à un expert agréé ou habilité dans plusieurs cas, et notamment donc, dans le cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projets importants modifiant les conditions de travail, de sécurité et de santé. Pardon. Alors, l'objectif d'une expertise, on viendra un peu plus concrètement sur le déroulé d'une expertise après, mais globalement, l'objectif explicite d'une expertise, ça va être l'aide à la remise d'avis. D'accord? C'est-à-dire que dans son rapport, quand vous déclenchez une expertise, vous allez avoir un rapport d'expertise et donc l'expert livre au CSE des arguments qui vont permettre à ses membres de donner un avis éclairé. C'est ça l'objectif d'une expertise. Donc, ça permet aussi de muscler cet avis qui est très important. Les objectifs implicites, c'est par exemple influer sur la mise en place du projet. C'est-à-dire que les représentants du personnel peuvent se saisir des résultats de l'expertise pour tenter de suspendre le projet ou de l'aménager. Par exemple, si l'expertise conclut vraiment à des résultats alarmants, à une dégradation considérable des conditions de travail, voilà, l'expertise pourrait permettre cela, donc les élus pourraient tenter de le suspendre ou en tout cas de l'aménager, ou en tout cas pousser l'employeur à mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels identifiés dans le rapport de l'expert. À plus long terme, l'expertise peut participer au rééquilibrage du rapport de force. En fait, l'expertise produit à travers un rapport une trace écrite, et c'est important, cette trace écrite, elle reste et elle peut être utilisée, mobilisée dans le temps, après la mise en place d'un projet. En fait, c'est une boîte à outils en quelque sorte, le rapport de l'expert, qui peut être utilisé par les représentants du personnel, même après coup, bien sûr. Alors, les modalités de financement de l'expertise. Alors, ces modalités de financement, rapidement, en fait, elles ont évolué avec les ordonnances Macron. En fait, avant, toutes les expertises CE, CHSCT étaient à la charge de l'employeur, excepté celles sur les orientations stratégiques. Aujourd'hui, l'expertise projet important, par exemple, n'est plus à la charge. Elle peut être à la charge à 100% employeur, mais elle est normalement à la charge. Elle est sur du 80-20, donc 80% à la charge de l'employeur et 20% à la charge du CSE. Alors, à quel moment elle est à 80-20 ? L'expertise est financée à 80-20 lorsqu'il y a eu un transfert de l'excédent du budget du fonctionnement du CSE donc sur les budgets des ASC, activités sociales et culturelles, au cours des 3 dernières années,
et que le budget du CSE soit suffisant ou pas. Donc, il faut être vigilant à ça. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de transfert, hein, notamment depuis les ordonnances Macron, il y a possibilité de transférer les excédents annuels du budget de fonctionnement sur les ASC et inversement, à hauteur de 10%. Et donc, s'il y a eu ce transfert dans les 3 dernières années, l'expertise est cofinancée donc, par l'employeur et le CSE. Quel est le cas où l'employeur la finance expertise à 100%? Lorsque déjà le budget du fonctionnement du CSE est insuffisant, mais ce n'est pas la seule condition, bien sûr. La deuxième condition, c'est que dans les 3 ans, il n'y a pas eu de transfert d'excédent vers le budget dédié aux ASC. Et il n'y en aura pas d'ailleurs pendant les 3 années à venir. Donc, en fait, tout peut être négocié, c'est-à-dire la prise en charge de la quote-part de 20% par l'employeur peut être négociée. À partir du moment où un CSE ne peut pas financer expertise, il faut concrètement rédiger un courrier à la direction pour demander le financement d'expertise à 100%. Donc, nous, le conseil, hein, pour préserver les leviers d'action du CSE, le conseil, c'est vraiment de rien transférer sur le budget ASC pour permettre vraiment le financement de l'expertise. Après, il faut faire la balance. Mais le transfert, c'est 10%. Est-ce qu'il faut s'enlever cette possibilité de se faire financer à 100% par l'employeur une expertise? Voilà, c'est nous le conseil qu'on donne, c'est de ne rien transférer pour avoir cette possibilité-là. Le choix de l'expert. Alors, important ce choix de l'expert. L'objectif, il faut bien retenir que l'objectif dans le cadre d'une expertise projet important ou dans le cas de tout type d'expertise, c'est de faire intervenir un expert qui est indépendant de la direction. Donc, il n'y a pas de raison que la direction elle choisisse l'expert pour les représentants du personnel. En fait, c'est vraiment du ressort exclusif, c'est-à-dire que les représentants du personnel, ils sont souverains dans ce choix et ça, c'est important. Attention, parce que la direction, elle peut par exemple dire j'ai mandaté ma propre étude ou l'entreprise dispose de ses moyens propres d'expertise, donc pas besoin de faire appel à un expert. Non, le CSE ne peut pas se laisser imposer ses choix. La direction, elle peut aussi apposer un appel d'offres, mais ça, c'est non également, puisque ça reviendrait à contester le libre choix de l'expert par les élus. D'accord? Donc, il faut bien retenir que la direction, elle a le droit de contester, c'est-à-dire sur les 4 motifs de contestation de la direction, il y a celui du choix de l'expert, mais elle a le droit de contester le choix de l'expert si et seulement si ce dernier n'est pas agréé ou habilité. Alors, l'article n'est pas très clair, c'est-à-dire qu'il pourrait laisser croire à l'employeur que ce dernier a le droit de contester le choix de l'expert, mais en fait, il ne faut pas l'interpréter comme ça, il faut vraiment l'interpréter sur le mode « il peut contester le choix d'expert s'il n'est pas agréé ou habilité », puisque c'est vraiment ce que confirme la Cour de cassation. Si vous voulez, le juge n'a pas à interférer dans le choix de l'expert à partir du moment où celui-ci est habilité ou agréé. Donc, vraiment retenir le fait que le choix de l'expert, c'est vraiment du ressort exclusif des représentants du personnel. Alors, je passe au deuxième sujet, la question des délais préfixes. Alors, la question des délais préfixes, c'est important puisque, en fait, il y a de très fortes contraintes de temps, à la fois pour le comité qui doit rendre un avis à partir du moment où une procédure d'information-consultation est lancée, et aussi pour l'expert qui réalise son expertise. Donc, pour le CSE, comme je l'ai déjà dit, la transmission des informations par l'employeur marque vraiment le début de la consultation. Alors, c'est quoi la transmission de l'information? C'est la communication du dossier d'information aux élus ou l'information par l'employeur de leur mise à disposition donc dans la base de données économiques et sociales, la BDES. Alors, c'est quoi la durée du délai elle va être différente selon les cas. Elle va être de 1 mois si le CSE n'a pas de recours à une expertise. Elle sera de 2 mois si le CSE a recours à une expertise mais qu'il n'y a pas de double consultation. Et elle sera de 3 mois si le CSE demande une expertise et qu'il y a double consultation. C'est quoi double consultation? C'est qu'il y a un CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement. Dans ce cas-là, le délai de consultation est de 1 mois s'il n'y a pas d'expertise pour le CSE central et le CSE d'établissement, le ou les CSE doivent rendre leur avis 7 jours avant le CSE central. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les délais de consultation sont préfixes. Il y a un début et une fin.
Voilà. L'absence d'avis d'un comité vaut pour un avis négatif. Donc, ces délais, ils doivent être vraiment, voilà, c'est un chronomètre, c'est presque une course contre la montre. Et puis, les délais de consultation courent à compter de la remise de l'information à l'instance ou dans la BDES. Alors, il y a ces délais légaux et il peut y avoir un accord d'entreprise, un accord d'instance qui peut venir aménager ces délais de consultation. Voilà, et donc, voilà, c'est important. Ça peut prévoir notamment le calendrier, les dates de réunion, les informations qui seront communiquées au CSE, les modalités de recours à l'expert également. Voilà. Et donc, pour négocier son accord, le CSE peut demander l'appui de Syndex. On accompagne le CSE, l'appui d'un avocat également. Ça permet notamment d'éviter des dispositions défavorables. Voilà. Alors, l'expert supporte également des contraintes de temps dans la réalisation de son expertise. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel, et on va le redire après, que pour le CSE de bien préparer le recours à l'expertise, parce que vraiment, la phase avant la mise en place de l'expertise est cruciale. Elle conditionne le déroulement. Pour l'expert, lui, une fois qu'il est désigné, c'est pareil, c'est un peu une course contre la montre. Il a 3 jours pour faire sa demande d'information à la direction. Au-delà de ce délai, aucune garantie que la direction réponde. La direction, elle doit répondre dans les 5 jours à partir du moment où elle a la demande de l'expert. Et l'expert, lui, à partir du moment où il est désigné, il a 10 jours pour notifier, en fait, pour envoyer son protocole, sa lettre de mission, où il notifie le coût prévisionnel de l'expertise, l'étendue, la durée. Voilà. Et l'expert, lui, il doit rendre son rapport 15 jours avant l'avis du CSE. Alors, pour récapituler et pour terminer sur cette question des délais préfixes, donc, ce qu'il faut retenir, ce beau schéma, donc, par rapport au CSE, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où le CSE est informé, on est dans le début du délai de consultation, il a 1 mois pour rendre un avis s'il n'y a pas d'expertise, 2 mois pour rendre un avis s'il y a une expertise, et puis 3 mois s'il y a une double consultation, avec, vous voyez, 7 jours avant, l'avis doit être rendu pour les comités d'établissement. L'expertise, en parallèle, on a aussi des délais avec, à partir du moment où l'expert est désigné, il a 10 jours pour envoyer sa lettre de mission, 3 jours pour faire sa demande d'information. Et donc, il a 1 mois et demi pour rendre son rapport d'expertise, puisqu'il doit le rendre 15 jours avant le rendu d'avis du CSE. Dans le cas d'une double consultation, dans ce cas-là, l'expert, il a 2 mois et demi, puisqu'il doit le rendre 15 jours avant l'avis du CSE central, qui, lui, est de 3 mois. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc, pour finir, ce qui est important, c'est vous avez en fin de compte des règles juridiques qui encadrent vraiment la procédure d'information, consultation, et qu'il faut bien sûr suivre à la lettre. Mais il y a aussi les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est entre Syndex et les élus et les représentants du personnel au comité, au CSE, pardon. Et ces bonnes pratiques, c'est vraiment, voilà, c'est pour en fait garantir le bon déroulement d'une expertise, c'est vraiment prendre contact. Alors, Xavier va le rappeler juste après, mais voilà, prendre contact en amont avec l'expert, travailler avec l'expert tout au long de l'expertise et justement en amont avant de désigner même l'expert, parce que c'est vraiment ces bonnes pratiques qui fait qu'on intervient dans de bonnes conditions et que l'expertise peut avoir vraiment un apport. Voilà. Alors, je laisse la parole à Xavier qui va reprendre la main. Ok, ben on va passer maintenant donc à une partie peut-être un tout petit peu plus pratique, voir comment se déroule une expertise et voir ce qu'est finalement une expertise. Dans un premier temps, et donc ça va être la slide suivante, on va s'intéresser à la phase en amont de l'expertise, au cours de laquelle ben, les élus et les experts vont préparer ensemble cette expertise. Comme l'a dit Delphine, les délais sont serrés, donc il va falloir aller vite, être réactif, mais aussi il faut prendre bien le temps quand même de préparer les choses afin que l'expertise se fasse de la meilleure des façons. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est que dès l'annonce de l'ouverture d'une procédure d'information-consultation, on vous conseille d'établir un premier contact avec l'expert. Évidemment, si
le projet qui se profile vous paraît important et que vous avez envie de faire une expertise. Il y a 4 objectifs qui sont poursuivis dans ce premier contact. D'abord, il s'agit peut-être d'apporter en fait nos connaissances et de déterminer s'il s'agit bel et bien d'un projet important. Ouais. Deuxièmement, bon, dans ce premier contact aussi, c'est comprendre peut-être les grandes problématiques. Puis, c'est aussi vous aider à la délibération qui obéit à un cadre assez strict, hein. On n'écrit pas n'importe quoi dans une délibération. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de vous guider et de vous aider à cette rédaction. Et puis, dans ce premier contact, c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir à la composition de l'équipe d'experts qui va réaliser les travaux, suivant les problématiques qui sont engagées. Peut-être qu'on va choisir tel ou tel expert. Dans notre équipe SSCT, c'est vrai on est polyvalent, mais chacun peut-être aussi a ses spécialités, a ses terrains qu'il préfère. Donc voilà, c'est aussi déjà l'occasion de préparer l'expertise. Puis, deuxième temps, dès que la décision est prise de voter une expertise, il s'agit d'organiser une réunion d'instruction, ce qu'on appelle les réunions d'instruction. Elle peut avoir lieu juste avant la désignation ou juste après, mais l'idée, c'est de la faire très vite, de vraiment pas perdre de temps. Dans cette réunion d'instruction, qui va durer 2 heures, 3 heures, on va définir ensemble un programme de travail. Ça signifie définir quelle méthodologie on va mettre en œuvre et aussi définir un périmètre d'intervention. Et puis, à la fin de cette instruction, en fait, on le dit toujours, hein, l'expert doit être en mesure, finalement, de rédiger une lettre de mission qui est une proposition d'intervention technique et financière. Donc, il doit vraiment recueillir tous les éléments qui vont lui permettre de dire ce qu'il va faire et pendant combien de jours ça va nécessiter, et donc de proposer aussi un devis qu'on proposera ensuite à la direction. Dans le troisième temps, une fois que donc la lettre de mission est rédigée, on va organiser une réunion de lancement qui va être donc tripartite, hein, pour présenter à la direction la lettre de mission, le programme de travail et ainsi donner le top départ de l'expertise. Alors, Delphine, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Alors, qu'est-ce qu'une expertise projet important? En quoi consiste le travail de l'expert? En fait, on peut dire qu'il y a, que ce travail d'expertise est orienté autour de 3 axes. On parle d'un diagnostic, mais en fait, il faudrait peut-être parler plutôt de 3 diagnostics. Pardon. D'abord, il va s'agir pour l'expert de comprendre le projet qui est présenté et de procéder à une analyse critique de l'information transmise au CSE, c'est-à-dire une analyse critique du document projet. On va vérifier que l'information transmise est claire, précise, exhaustive. On va aussi vérifier que la direction a bien procédé comme elle doit le faire, à l'analyse des risques qui sont induits par le projet. Ensuite, deuxième diagnostic, on va procéder à l'analyse de la façon dont est conduit le changement par la direction dans le cadre du projet. D'abord, il s'agit de qualifier le niveau d'information qu'ont reçu les salariés. Alors, plus seulement les représentants du personnel, mais aussi les salariés. Vous le savez, un projet, c'est toujours, un projet de réorganisation, ça peut toujours désorienter, hein. Ça crée en fait des questions d'incertitude sur l'avenir du travail, sur l'avenir des conditions de travail. Et donc, cette information, en théorie, la direction doit donner quand même aussi une information claire aux salariés pour qu'ils puissent se projeter. Et donc, on va aussi analyser dans l'expertise et dans ce diagnostic voilà, la façon dont la direction communique également auprès des salariés. Et puis aussi, il s'agit d'identifier les risques qui peuvent émerger au cours de cette période transitoire de mise en place du projet. Un projet, c'est jamais mis en place du jour au lendemain. Le lundi, on est sur tel mode d'organisation et le mardi, ça y est, on change, on est sur une autre. En fait, souvent, la mise en place de projet prend plusieurs semaines, parfois elle prend plusieurs mois. Et au cours donc, de cette période transitoire, on a une organisation, peut-être une nouvelle organisation temporaire qui peut être et transitoire, qui peut aussi véhiculer des risques. Voilà, donc c'est un deuxième objectif. Et puis enfin, le troisième objectif, c'est le cœur du diagnostic. L'expert doit réaliser un pronostic sur les risques que peut induire le projet à terme, c'est-à-dire une fois qu'il sera mis en place.
Donc, comment on s'y prend très concrètement? Ben, cela passe dans un premier temps par l'analyse de l'existant, par l'analyse des situations réelles de travail, et puis dans un deuxième temps, par la mise en perspective de l'existant, du travail réel, avec les évolutions organisationnelles que véhicule un projet. C'est bien dans cette mise en perspective entre l'existant et ce qu'on imagine être les changements demain organisationnels qu'on va peut-être voir que le travail réel demain, il ne va plus pouvoir se faire dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui et que des nouveaux risques peuvent ainsi déboucher. Voilà. Alors, pour faire ce diagnostic, évidemment, l'expert il a besoin de matériaux qu'il va recueillir à travers une pluralité de méthodes. D'abord, une analyse documentaire. Dans chaque expertise, on va demander les documents, quelques documents, c'est souvent les mêmes qui reviennent, pour les analyser. Alors, il y a 3 types de documents. Il y a d'abord les documents qui sont en lien avec le projet, qui permettent d'en délimiter le contour, des documents qui renseignent sur l'organisation du travail, hein, qui vont donner un peu un contexte, et puis des documents ayant trait à la question de la santé au travail et à la prévention des risques professionnels. On parle voilà, des rapports de la médecine du travail, mais aussi on parle bien sûr du document unique d'évaluation des risques professionnels qui en disent un peu plus sur la façon dont la direction engage sa politique de prévention des risques. Après l'analyse documentaire, on passe aux entretiens semi-directifs. C'est le cœur de notre méthode, hein. Il y a des entretiens, d'abord, on fait systématiquement des entretiens de cadrage avec les membres de l'encadrement pour mieux comprendre le projet, pour qu'ils nous donnent un peu cette vue sur l'organisation, sur le projet d'un point de vue un peu surplombant. Et puis des entretiens avec des salariés qui peuvent être individuels ou collectifs. L'objectif de ces entretiens, comme je le disais, hein, ça va être bien de comprendre le travail réel et les conditions réelles d'exercice des activités. Souvent, il y a des salariés qui arrivent à l'entretien et qui nous disent mais de quoi on va parler, est-ce que je dois dire ce que je pense du projet, mais je ne sais rien sur le projet. Voilà. Non, en fait, les entretiens, c'est pas à recueillir en fait les sentiments des salariés sur le projet, sur la situation, même si on peut bien sûr accueillir ces discours, mais c'est surtout comprendre le travail réel, les conditions concrètes d'exercice des activités, les ressources qui sont celles des salariés, comme les contraintes réelles avec lesquelles ils doivent composer. On a 3 règles, hein, toujours déontologiques ou méthodologiques: le volontariat, la confidentialité et bien sûr l'anonymat dans le traitement des propos. C'est des règles qu'on respecte tout le temps, on se doit de les respecter. Elles sont très importantes. On complète souvent les entretiens par des observations de situation de travail, hein. Concrètement, ça veut dire qu'on se rend sur le terrain et puis on va observer les salariés en train de travailler, on va observer les salariés dans leur environnement de travail. Ça complète un peu les entretiens, il y a des choses qui ne se disent pas dans les entretiens et aller sur le terrain, voir vraiment les salariés à leur bureau ou devant les opérateurs, devant leur machine, ça nous permet de comprendre un peu mieux comment le travail réel est fait. Et souvent, on mesure bien des écarts entre justement le prescrit, c'est-à-dire les fiches de poste qu'on a pu recueillir, et le réel, où on s'aperçoit que le réel, c'est bien plus compliqué que ce qui est pensé dans le prescrit et les fiches de poste. Parfois, on a recours à un questionnaire, mais dans les projets importants, ce n'est pas finalement très souvent. Les délais qui courent ne nous donnent pas forcément le temps de mettre en place une telle méthode quantitative. Et puis en parallèle, bien sûr, la mobilisation de références réglementaires et institutionnelles théoriques qui vont nous permettre de donner un peu de poids à nos arguments. Et donc, c'est pour ça qu'on va mobiliser des travaux universitaires ou des publications de l'ANACT ou de l'INRS, etc., etc. Voilà. La slide suivante est consacrée aux préconisations. Alors, les préconisations, en fait, après avoir fait notre diagnostic, ça va déboucher sur l'énoncé de recommandations, de mesures à mettre en œuvre pour prévenir les risques identifiés dans le diagnostic. Alors, il faut le dire d'emblée, hein, les recommandations, parce que les élus, quelquefois, s'attendent à ce qu'une expertise change du tout au tout. Les recommandations sont davantage des pistes de travail que des mesures toutes faites
à mettre en place dès le lendemain d'expertise. Donc, ça va être des axes de travail qu'il va falloir que vous, élus au CSE, vous travaillez au sein de l'instance. Mais on peut dire en 2 mots quand même les grands types de recommandations qu'on fait. Il y a des recommandations à un niveau macro qu'on va faire peut-être sur la conduite du projet, sur la transmission de l'information. Elles sont utiles, nous semble-t-il, pour le bon fonctionnement de l'instance, même de façon postérieure à la mise en place d'un projet, puisque voilà, il y a des projets, mais il y a souvent des projets. Et donc, quand on voit que ça se passe mal sur un, ben, on peut dire, ben, voilà, la prochaine fois, il faut rectifier le tir et donner une meilleure information. Il y a d'autres recommandations qui répondent peut-être plus davantage aux grandes problématiques et aux risques généraux identifiés dans le diagnostic, souvent des recommandations parfois, enfin, souvent transversales. Hein. Exemple, un risque de surcharge identifié impliquera pour nous une préconisation en termes d'adaptation de ressources à la charge projetée. Voilà un type de recommandation qu'on peut faire. Et puis, il y a quand même, c'est vrai, même si je disais que c'était des recommandations générales et des pistes de travail, il nous arrive aussi quand même de faire des recommandations de mesures plus précises à mettre vite en place pour prévenir des risques bien particuliers. Quand, dans une expertise, on se rend compte que sur un poste en particulier, il y a une fonction qui est vraiment exposée à un risque avéré, un risque important, là, on peut faire vraiment une recommandation en disant cette situation-là doit être remédiée et il faut mettre en place voilà, telle mesure pour enrayer le risque auquel est exposée la personne qui occupe le poste. Ensuite, alors, si on continue, donc on arrive finalement à la fin du déroulé de l'expertise avec la restitution qui, comme je dis dans le titre, est un moment crucial de l'expertise. Le diagnostic fait l'objet d'un rapport qu'on remet aux élus un peu de temps avant, la plupart du temps avant qu'on le remette à la direction. Et puis donc, il va y avoir la présentation de ce rapport en séance plénière. Mais avant ça, on va toujours organiser une réunion dite préparatoire avec vous, élus. Il va s'agir dans cette réunion préparatoire, naturellement, de revenir sur les principaux résultats de l'expertise, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le sujet, c'est surtout de préparer la séance plénière, c'est-à-dire d'identifier ensemble les constats et les conclusions sur lesquels il va falloir insister, comme les arguments qu'il va falloir mettre en avant. Juste après, alors quelquefois c'est le lendemain ou 2-3 jours après, on a la séance plénière donc, qui se tient donc, en présence de la direction. On repart sur cet exercice de présentation des résultats, mais encore une fois, voilà, il faut rappeler que dans cette séance plénière, les vrais acteurs de la discussion, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'expert. Maintenant, ça va être les élus. C'est à eux de jouer à ce moment-là, d'où l'importance pour les représentants du personnel d'avoir bien lu et assimilé les résultats de l'expertise. Donc pour eux, pour vous, c'est un moment vraiment crucial parce que ça va être l'occasion pour vous d'amener la direction à prendre position sur les conclusions de l'expertise. Alors, 2 cas de figure. Premier cas de figure, les résultats ne sont pas contestés. La direction est d'accord avec ce que l'expert a dit. Ben, il faut le noter et dire en fait que et toute la discussion sera consignée dans le PV. Donc, ça laissera une trace et ça se laissera finalement la trace de cet accord sur la représentation des choses, sur la représentation des problèmes qui sont posés. Deuxième cas de figure, les résultats sont contestés. Là, vous avez la possibilité, et vous avez même le devoir, de demander à la direction de se justifier, d'expliquer pourquoi les résultats ne lui correspondent pas, en quoi elle les conteste. Et puis, le deuxième objectif de cette réunion plénière, ce que vous devez faire, c'est tenter d'obtenir des engagements de la part de l'employeur sur les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels. Il va y avoir comme un bras de fer qui s'engage dans ces réunions d'instances où voilà, il va falloir faire pression pour obtenir des engagements de la part de l'employeur. Ces engagements qui, je le rappelle, encore une fois, s'il les prend, ils seront consignés dans le PV de l'instance. Voilà. Ensuite, donc voilà, un titre que vous avez appelé le partenariat expert élu tout au long de l'expertise.
une slide quand même, un peu, on aborde déjà la conclusion, hein, une slide pour rappeler que, qu'au cours de l'expertise, il n'y a pas que l'expert qui travaille. Les élus, vous êtes aussi des vrais acteurs de l'expertise. Vous avez une vraie responsabilité. D'abord parce que c'est vous qui avez décidé au départ de voter l'expertise. Ce sont vous qui avez rédigé la délibération. Ce sont les élus qui aident aussi l'expert lors de l'instruction du dossier. Ce sont aussi les élus qui vont être sollicités souvent par l'expert pour organiser sa venue sur le terrain, pour trouver des volontaires. On vient de le voir, c'est vous élus qui êtes les véritables acteurs de la restitution en réunion plénière. C'est vous qui allez poser des questions, qui allez pousser la direction peut-être dans ses retranchements, et c'est vous qui allez pousser cette direction à prendre des engagements. Et enfin, après l'expertise, alors on pourrait penser que l'expertise, elle est finie, mais finalement, elle a une vie, elle va continuer, hein. C'est vous qui avez la responsabilité de faire vivre l'expertise une fois que la réunion plénière a eu lieu. La responsabilité de faire vivre l'expertise en communiquant les résultats de l'expertise aux salariés et puis aussi en travaillant au suivi des recommandations qui sont mises en place, enfin, bref, en portant une attention pardon, à tout ce qui va être décidé et mis en place à la suite de l'expertise. Donc, c'était intéressant de voir que voilà, ça peut être un moment dans le temps, l'expertise, dans la présence de l'expert dans l'entreprise, le rapport, mais finalement, l'idée, c'est bien de comprendre, d'investir les résultats de l'expertise, de vous les approprier pour continuer et pour les faire vivre dans le temps. Alors, c'est vrai que l'expert donc s'appuie sur les élus, mais on voulait aussi vous dire que, bien évidemment, les élus peuvent compter sur l'expert tout au long de l'expertise. D'abord, voilà, on n'est pas, alors chacun peut-être est dans son rôle, mais on n'est pas non plus dans des silos, hein. Il y a tout au long de l'expertise, il y a des échanges entre les élus et les experts. Alors, on se téléphone, on s'envoie des mails, parfois on organise même des réunions pour que nous présentions les résultats intermédiaires, pour voir où on en est du terrain, qu'est-ce qui reste à faire, etc. etc. Puis l'expert aussi peut participer, enfin peut vous aider à préparer les réunions intermédiaires organisées avec la direction, hein. Parfois, les projets ils peuvent évoluer en cours d'expertise, hein, où il y a des réunions. Bon, bref. Nous, on peut vous aider naturellement à préparer ces réunions. Et puis enfin, même si l'avis que vous devez rendre à la fin doit être écrit de votre main, hein, c'est pas l'expert, ça serait sortir de son rôle d'expert que de vraiment de substituer à vous dans l'écriture de l'avis, mais naturellement, on peut vous conseiller sur cette écriture d'avis quant à la forme qu'il doit prendre, quant aux arguments à mobiliser, à retenir, etc. Voilà. Alors, peut-être en conclusion, une dernière slide, finalement, pour revenir sur les résultats, sur la limite, les limites et les portées quand même sur lesquelles il faut insister d'une expertise. La limite, il y en a une. On l'a déjà évoqué, aucune des recommandations contenues dans le rapport ne s'impose à l'employeur. C'est-à-dire que souvent, on rencontre des personnes qui nous disent « Mais alors, quelle va être la portée de ce rapport? Est-ce que juste avec ce rapport, ça va permettre de suspendre l'expertise ?» On a le regret chaque fois de dire « Non, malheureusement, ça serait trop beau si un seul rapport permettait de mettre fin à un projet important. » Voilà, ce n'est pas dans nos pouvoirs d'arrêter un projet important. Par contre, et c'est la portée, c'est toute la portée de l'expertise. L'expertise peut être vraiment utilisée comme un levier dans le rapport de force que le CSE engage avec l'employeur. Le CSE peut mobiliser les résultats de l'expertise pour faire pression, comme je le disais, sur l'employeur, pour le contraindre à revoir son projet ou dans une moindre mesure, pour que l'employeur tienne compte des recommandations qui sont contenues dans le rapport d'expertise. Et même, lorsque les conclusions sont alarmantes,
du diagnostic, le CSE peut engager aussi, peut prendre la liberté d'engager une action judiciaire et donc mobiliser aussi les résultats du rapport pour tenter de suspendre ou même faire annuler un projet. On ne dit pas que ça ne se passe pas toujours, mais ça fait partie en fait quand même des droits des représentants du personnel à un moment d'alerter et de dire on va lancer une action judiciaire parce que les conclusions en fait, de l'expert sont vraiment alarmantes. Il y a vraiment un risque très important. Le projet qui est porté par la direction engendre vraiment des risques trop importants pour la santé physique comme psychique des salariés et donc on engage une action judiciaire. Voilà l'essentiel de la portée. Un dernier mot enfin, parce qu'il nous semble que c'est aussi important de le dire. L'expertise, c'est quand même aussi un moyen, un moment de remettre le travail au centre du débat et en particulier le travail réel. L'expertise, donc, peut être vue comme un moyen de revaloriser le travail des salariés, qui est souvent le grand oublié des projets importants menés par les directions. C'est assez frappant, vous l'avez peut-être vu hein, quand vous avez eu des projets importants sur lesquels vous avez dû rendre un avis, c'est la lecture des documents projets. On voit souvent que le travail, c'est le grand absent. Le travail réel, c'est le grand absent. On fait comme si que les personnes n'avaient pas d'activité. Et quand on lit les projets, on a toujours l'impression, oui, que les directions disent le projet ne changera rien aux conditions de travail, ne changera rien aux activités. Et tout ça parce qu'en fait, cette analyse de la direction, en fait, prend appui sur le travail prescrit, mais rarement sur le travail réel. Et nous, dans nos expertises, en donnant la parole aux salariés, en donnant la possibilité de s'exprimer sur leur quotidien, ce qu'ils vivent, on redonne peut-être une place au travail qui est fondamental pour nous dans l'analyse. Voilà. Donc, on en a fini pour cette présentation. On vous remercie pour votre attention. On vous rappelle, alors on peut peut-être répondre à quelques questions, il nous reste un peu de temps. Voilà, on vous rappelle que vous pouvez aussi voilà, aller sur le site internet et puis on pourra répondre aussi après coup à certaines questions. Aller sur le site internet Syndex où il y a voilà, plus amples informations sur cette question de projet important. Et n'hésitez pas, voilà, on vous a mis aussi nos coordonnées mail, n'hésitez pas effectivement à nous contacter hein, sur ces sujets-là ou autres sujets d'ailleurs. Alors, il y avait quelques questions dans le chat, donc voilà, on a répondu au fil de l'eau. Peut-être revenir sur certaines. Alors, à un moment donné, alors je ne sais plus qui a posé la question. Voilà, si le CSE décide de mobiliser l'expertise 3 semaines après l'infoconsulte, est-ce que ça repousse le délai? Ben non, en fait, l'information consultation, justement, c'est pour ça qu'on vous explique qu'il y a vraiment les règles pratiques. Il y a les règles, il y a le droit, il y a les règles juridiques, puis il y a les règles pratiques pour que tout se passe bien dans les meilleurs délais. Il faut tout de suite contacter l'expert, même en amont, parce que sinon, ça ne repousse pas les délais et donc l'expertise, enfin voilà, ça réduit les délais et parfois, c'est impossible de réaliser l'expertise. Donc voilà, d'où l'intérêt vraiment de tout de suite se contacter, comme l'a bien indiqué Xavier. Il y avait peut-être d'autres questions. Alors, un moment de Nathalie qui demandait, enfin qui disait, si la direction joue la carte du non, ce n'est pas un projet important, est-ce que vous pouvez vous-même donner le top départ de la consultation? Ben non. En fait, justement, l'employeur, parfois, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, il va nier le caractère important d'un projet. Voilà, comme ça, c'est pour mieux ensuite contester une expertise s'il y a expertise, ou il va, voilà, il va nier ou il va pas consulter. Donc non, vous ne pouvez pas lancer la contestation, mais vous pouvez voir l'inspection du travail, par exemple, qui elle, va dire si le projet a un caractère important ou pas. Mais effectivement, il faut être vigilant à ça parce que ça peut arriver. Parfois même, on voit des directions qui… En fait, les élus n'avaient pas compris qu'ils étaient consultés sur un projet, donc, parce que ce n'était pas clair venant de l'employeur. Et donc, du coup, le délai court. Donc là, c'est pareil, il faut voir l'inspection du travail.
Voilà. On a plusieurs questions Ouais, sur, vas-y. alors voilà, quand j'ai Aurélie qui nous dit: «Quand le projet important doit se tenir sur plusieurs années, déménagement Ouais. sur notre site, peut-on mobiliser une expertise plusieurs fois?» Ou alors, quelqu'un qui disait, Frédéric certainement, qui disait: «Un déménagement est un projet important, mais à échéance pluriannuelle, quid de l'expertise, sur le temps long?» Alors c'est vrai que oui, les projets, ils se mettent en place, souvent, ouais, c'est pas du jour au lendemain et donc ça peut être, de quelques semaines, quelques mois, voire parfois, c'est vrai, quelques années. Il y a une expertise, en fait l'expertise, en fait, elle est liée, enfin, la possibilité d'avoir recours à l'expertise est liée à, l'ouverture de l'information, de la procédure de l'information, consultation. Donc, en fait, on ne peut pas faire une expertise, voilà, ou plusieurs expertises dans le temps sur un même projet si, il n'y a qu'une info, s'il n'y a qu'une info consulte. Par contre, vous pouvez dire, voilà, le projet, là, dans un premier temps, il y a une information consultation qui était ouverte, donc il y a une expertise qui a été lancée, très bien, il y a une expertise. Mais si, 6 mois après, dans le cadre du même projet, vous avez l'impression qu'il y a des nouvelles informations, enfin, qui arrivent, alors qui ne font pas forcément l'objet d'une information consultation, mais qui voilà, des nouveaux éléments, sur la réorganisation en cours, là, vous pouvez faire valoir le droit à être consulté, informé et consulté sur ces nouveaux éléments. Donc éventuellement, là, on pourrait repartir sur une deuxième expertise. Mais sinon, voilà, l'expertise va être est toujours liée à l'ouverture d'une information consultation, et une seule. Il y avait aussi, je répondais, Alors, alors, il y a eu aussi plusieurs, c'est vrai, plusieurs questions, il m'a semblé, qui ouais, on a disaient répondu à des questions. Alors, ah, il y avait aussi sur le CSE, ce qui est important aussi de rappeler par rapport à quand vous avez dans votre CSE une commission santé, sécurité, conditions de travail, une SSCT, une CSSCT, pardon, il faut bien rappeler que la prérogative, en fait, le recours à l'expert, c'est vraiment une prérogative exclusive du CSE et non pas de la CSSCT. Hein. En plus, cette commission n'est pas obligatoire. Et donc, elle a peu de marge de manœuvre finalement, cette commission. Elle ne détient pas de personnalité, ni de personnalité civile, ni de pouvoir délibératif. Donc, elle ne peut pas désigner un expert. Hein, vraiment, c'est vraiment le CSE. Par contre, elle peut dire au CSE, elle peut convaincre même parfois les membres du CSE de désigner un expert. Voilà, il y avait ce point-là. Et il y avait le point aussi sur le financement. Sur Alors, je crois que c'était Myriam qui disait, est-ce que c'est un exemple ou ça concerne toujours les activités sociales et culturelles? Non, ce n'est pas un exemple, ça concerne toujours les activités sociales et culturelles, le fait de transférer des excédents du budget de fonctionnement du CSE vers les ASC. En fait, c'est une disposition un peu tardive parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait un cofinancement, c'est un principe, c'est contraire au principe d'égalité, c'est-à-dire qu'il y avait des petits comités qui se voyaient amputés de leur droit à l'expertise, et c'est pour ça qu'il y a une disposition tardive avec la possibilité de prendre en charge totalement l'expertise par l'employeur, mais à condition qu'il n'y ait pas eu de transfert dans les 3 ans de l'excédent du budget de fonctionnement du CSE vers les ASC. Voilà. Ah oui, il y avait aussi une question, je ne sais pas, Xavier, si tu voulais. oui, non, en fait, il y a Ouais. plusieurs Il y a questions, plusieurs questions. en fait, où vous me dites, est-ce que, enfin, vous prenez un exemple au tout début du chat, je crois que quelqu'un disait, sur, l'introduction, d'Office, ou de Teams, représente-t-elle un projet important? Et la dernière qui vient de tomber là, c'est le rachat d'une expertise concurrente, même de 20 personnes, c'est un projet important. En fait, par rapport, enfin, je renvoie à ce que disait, Delphine tout à l'heure, le projet important va être qualifié d'important quand il a, une répercussion, sur le travail, sur, les conditions, de travail, sur l'organisation, du travail. Alors, dans le cas de l'introduction de Teams, ou de Office, il faut voir en fait si, cette introduction d'un nouvel, logiciel informatique va modifier, concrètement, le travail. Moi, à première vue, comme ça, je dirais non, mais je ne connais pas véritablement ensuite
le contexte et les activités que vous réalisez. Donc peut-être que ça modifie en effet le travail, et donc dans ce cadre-là, ça peut être un projet important. À première vue, je dirais non. Pareil pour la dernière, le rachat d'une entreprise concurrente, même de 20 personnes, est un projet important. Là, voilà, ça renvoie aussi à ce que disait Delphine tout à l'heure sur, c'est pas parce qu'il y a, un nombre restreint de personnes qui est concerné par le projet que le projet n'est pas important, hein. Parfois, il nous arrivait de faire des expertises pour projets importants dans un service composé de 20 personnes, hein. Une entreprise qui a peut-être 1000 personnes, et puis un service, je ne sais pas, le service, la direction informatique qui change d'organisation. Ça concerne 5 personnes, mais ça peut être, voilà, ça peut être un projet important parce que les conditions de travail vont changer. Donc là, sur le rachat d'une entreprise concurrente, même de 20 personnes, si ça modifie l'organisation du travail de l'entreprise accueillante, comme en fait de ces nouvelles personnes qui vont de fait appartenir, ou rentrer dans le nouveau périmètre du CSE, en effet, oui, ça peut être considéré comme un projet important. Voilà, c'est difficile de répondre comme ça juste à une question comme ça. Il faudrait plus en parler. Nous, ce qu'on vous conseille, comme je disais, voilà, ce premier contact, il est important parce que ça permet pour nous de comprendre les problématiques, de voir de quoi il est question, et de vous conseiller pour vous dire, est-ce que vous pouvez partir sur une expertise. Voilà, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, ce premier contact aussi, c'est quand on dit est-ce qu'il s'agit bien d'une expertise projet important ou pas, voilà, on vous conseille aussi pour pas aller non plus, pour pas vous exposer quand même une contestation. L'idée, c'est pas, on lance pas des expertises comme ça. Il y a un risque quand même d'être contesté, et si le jugement donne raison à la direction, évidemment, le CSE ne sort pas de la situation plus fort, conforté. Donc voilà, il faut vraiment bien faire attention. Donc ce premier contact est important, et comme je disais, ce premier contact, il faut le faire le plus en amont possible pour vraiment être réactif. Nous, ce qu'on peut faire en fait, c'est, alors je ne sais pas si vous avez nos mails, donc il y a nos mails qui s'affichent. Si vous avez d'autres questions, on peut continuer naturellement la discussion et le conseil. Il suffit que vous nous écriviez, ou vous pouvez également écrire à une adresse générique qui est contact@syndex.fr. N'hésitez surtout pas, on est là pour répondre à vos questions. On espère vous avoir éclairé sur cette procédure, enfin sur cette expertise. N'hésitez surtout pas, voilà, on est en campagne, donc vous trouvez d'autres informations sur les réseaux sociaux de Syndex, sur le site. Voilà, on a il y a des petites brochures, il y a des petites vidéos animées qui peut-être permettront de vous apporter d'autres éléments d'information. Ce webinaire sera mis en ligne, donc vous pouvez le revoir. Et puis pour vous qui avez participé, le support de ce webinaire vous sera également adressé. Et donc tous les points qui sont peut-être encore un peu flous peuvent faire l'objet de demandes d'éclaircissement.